Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un soir glacé de janvier, la ville vibrait sous un ciel d'encre constellée. Au sommet du gratte-ciel de Paramount Crown, le restaurant panoramique L'Eclipse, réservé aux élites, brillait comme un vaisseau suspendu dans le ciel. Les colonnes de marbre noir et les lustres en cristal renvoyaient des éclats dorés, tandis que les baies vitrées offraient une vue vertigineuse sur les lumières de Manhattan. Dans cette atmosphère feutrée, une cinquantaine d'invités triés sur le volet assistaient à un dîner privé organisé par Gates Core Industries, le géant multinational aux ramifications tentaculaires dans la technologie, l'énergie et la finance. C'était l'un de ces événements où les poignées de main façonnaient les lois à venir, où les regards silencieux valaient des millions. Au centre de la table d'honneur, trônait Franklin Gates, 58 ans, costume sur mesure bleu nuit, cravate en soie rouge, montre suisse en or blanc dépassant de sa manche. Ses cheveux poivre et sel, sa mâchoire carrée, et son sourire carnassier complétaient l'image d'un homme habitué à imposer sa volonté. Son nom inspirait à la fois admiration et crainte dans les cercles économiques. Il ne dirigeait pas seulement un empire, il modelait les tendances, influençait les élections, écrasait la concurrence. Autour de lui, des visages familiers, Harold M. Kinney, sénateur de Floride, Linda Shaw, directrice financière de la Banque Continentale, David Lowenstein, avocat renommé de Wall Street, et d'autres figures du pouvoir, tous captivés par la verve brutale et l'humour tranchant de Franklin. Il parlait fort, riait plus fort encore, comme s'il voulait que tout l'étage sache qu'il régnait ici. Pendant ce temps, la serveuse assignée à cette table avançait entre les convives avec grâce et précision. Grace Miller, 26 ans, silhouette fine, cheveux bruns attachés en chignon soigné, portait l'uniforme noir du personnel comme une seconde peau. Derrière ses yeux noisettes, une vivacité contenue, une concentration tranquille. Étudiante en littérature comparée à l'université de Columbia, elle maîtrisait 6 langues vivantes et 2 langues mortes, mais ce soir-là, elle ne devait être que l'ombre silencieuse qui sert les puissants. Elle déposa un verre de Château Margaux devant Franklin avec le respect que son métier exigeait. Mais ce dernier, habitué à provoquer, posa son regard sur elle, repérant la lueur d'intelligence dans ses yeux. Il s'interrompit en pleine tirade sur « la futilité de la poésie dans un monde de chiffres », se tourna vers elle, et lança, moqueur. « Dites-moi, mademoiselle. Vous avez l'air plus maligne que les autres. Vous lisez, n'est-ce pas? Des poèmes, sûrement ?» Un murmure de ricanement monta autour de la table. « Alors, si vous êtes si intelligente, traduisez ceci. » Il prit son téléphone, le brandit comme un trophée, et déclama, d'une voix théâtrale. « Si vis pacem, parabellum. » Il se tourna vers les convives, narquois. « Vous connaissez? » « Non. »« Normal. »« Elle non plus, j'imagine. » Après tout, elle sert des plats, pas des idées. Un éclat de rire collectif éclata. Certains baissèrent les yeux, gênés. D'autres sourirent, complices de cette humiliation déguisée en divertissement. Mais Grace ne broncha pas. Elle redressa légèrement les épaules, croisa son regard, et répondit d'un ton posé, clair, sans un frisson dans la voix. Cela signifie, si tu veux la paix, prépare la guerre. Une citation tirée de De Re Militari, de Flavius Vegetius Renatus. Mais elle marqua une pause. Le silence s'épaissit. Vous l'utilisez mal. Le contexte militaire antique ne justifie pas votre manière de traiter les gens. Ce n'est pas en méprisant ceux qui vous servent que vous bâtirez la paix, Monsieur Gates. Mais en respectant ce qu'ils apportent. Même si ce n'est qu'un verre de vin. Après la réplique de Grace, un silence dense s'était abattu sur la table. On n'entendait plus que le cliquetis des verres qu'un serveur maladroit essayait de poser à la table voisine. Franklin, d'abord figé, reprit contenance et tenta de désamorcer la tension d'un rire forcé, un peu rauque, un peu nerveux. « Jolie mémoire. C'est Google qui vous souffle, lança-t-il, en haussant les sourcils, comme si un écran invisible le protégeait encore. Mais cette fois, personne ne rit. Même ses fidèles compagnons d'affaires gardaient la bouche close, certains baissant les yeux vers leur assiette, d'autres feignant d'observer les lumières de la ville. Quelque chose avait changé.
L'arrogance du milliardaire s'était heurtée à un mur qu'il ne comprenait pas encore, la dignité tranquille. Et cette dignité avait un nom, un visage, une voix. Grace, de son côté, avait repris son service sans chercher à savourer sa victoire. Elle n'avait rien fait pour humilier, seulement pour rétablir un peu de justice dans une pièce trop souvent pleine d'impunité. Mais elle sentait les regards peser sur elle, certains remplis d'admiration, d'autres de gêne, d'incrédulité. Franklin, lui, sentait son image se fissurer dans un lieu qu'il avait toujours cru contrôler. Ce que Franklin ignorait, c'est qu'un invité, assis un peu plus loin, avait tout filmé discrètement avec son téléphone. Il avait capté le ton de condescendance, la citation en latin jetée comme une arme, puis la réponse calme et érudite de la serveuse. Le lendemain matin, la vidéo était en ligne, postée avec la légende. Elle lui a répondu avec grâce, et avec une leçon d'histoire. #Grace Miller. En quelques heures, les vues explosèrent. Les partages, les commentaires, les analyses affluèrent. Le nom de Grace devint viral, propulsé par un raz-de-marée de solidarité, de fascination et de colère contre les abus de pouvoir. Le hashtag Grace Miller grimpa en tendance mondiale. Des écrivains, des artistes, des professeurs, mais aussi de simples serveurs, caissiers, aides-soignants et étudiants s'en emparèrent pour raconter leur propre vécu d'humiliation silencieuse dans l'ombre des puissants. Grace Miller, c'est chacun de nous qui a dû se taire. Hier, elle a parlé. Et c'était magnifique, écrivait une jeune professeure d'histoire sur Instagram. Au siège de Gates Core Industries, Franklin Gates fulminait. Il réunit ses avocats et ses experts en communication. Il tenta d'étouffer l'affaire par tous les moyens, appel aux plateformes sociales, menaces de diffamation, offre d'achat de la vidéo originale. Mais c'était trop tard. Les médias indépendants flairèrent une faille. Et très vite, d'anciens employés de Gates Core, jusque-là silencieux, commencèrent à parler. D'abord timidement, puis en masse. Une ancienne assistante, renvoyée pour avoir mal répondu à une blague de Franklin, raconta en larmes les humiliations publiques subies pendant 2 ans. Un ingénieur noir, licencié sans motif, parla des remarques racistes en réunion. Une femme enceinte, obligée de travailler jusqu'à son accouchement sous peine de perdre ses primes, apporta des emails accablants. Les témoignages s'accumulaient, documentés, précis, crédibles. Des journalistes creusèrent plus profondément, conditions de travail toxiques, harcèlement, pression, conflits d'intérêts avec des responsables politiques. Ce qui avait commencé comme une vidéo virale devint un dossier explosif. Les éditorialistes changèrent de ton. Ce n'était plus juste l'histoire d'un PDG arrogant ridiculisé par une serveuse brillante. C'était l'histoire d'un empire bâti sur l'intimidation et le mépris, ébranlé par une simple vérité dite avec calme. Des tribunes fleurirent dans la presse. Le pouvoir ne tombe pas toujours sous les coups. Parfois, il se fissure au son d'une voix claire. New York Times. Grâce à Grace, des milliers de voix se lèvent. Ce n'est pas une vengeance. C'est une réparation. The Atlantic. Les jours qui suivirent l'explosion virale de la vidéo, Grace Miller devint bien plus qu'une simple serveuse ou étudiante de Columbia. Elle fut invitée sur les plateaux télévisés les plus prestigieux, CNN, NBC Nightly News, The Daily Show. Sous les projecteurs, loin des cuisines du restaurant, elle garda cette même humilité qui avait marqué tous ceux qui l'avaient croisée. Lors de son premier entretien en direct sur CBS This Morning, Grace parla d'une voix douce, posée, pleine de conviction. Je suis née à Atlanta, dans une famille modeste. Ma mère est infirmière, mon père mécanicien. Ils m'ont appris la valeur du travail, de la persévérance, et surtout du respect des autres. J'ai toujours aimé les langues, les livres, les cultures. Parfois, on croit que la connaissance est un luxe, mais c'est un droit universel. Elle raconta comment, depuis toute petite, elle s'émerveillait devant les textes anciens, comment la poésie et la philosophie lui avaient appris la force des mots. Je travaille ici, à New York, parce que je crois que chaque être humain, peu importe sa profession, mérite le respect. Qu'aucune richesse ne donne le droit d'humilier ou d'écraser. Son regard franc, sa sincérité touchèrent des millions d'Américains. Sur les réseaux sociaux, des milliers partagèrent ces mots, envoyaient des messages de soutien. Des étudiants la prenaient en exemple,
des militants l'invitaient à prendre la parole lors de leurs événements. Mais si Grace était porté par un élan populaire, Franklin Gates ne pouvait accepter la perte de contrôle de son image soigneusement construite. Dès le lendemain de l'émission, il lança une offensive médiatique coordonnée. Ses avocats envoyèrent des lettres menaçantes aux chaînes, essayant de faire taire les journalistes qui osaient questionner ses pratiques. Puis, dans une fuite orchestrée, des documents confidentiels sortirent du coffre-fort numérique de GatesCore, contrats douteux, emails dans lesquels Franklin traitait certains employés de « bons à rien » ou de « fauteurs de troubles », projets d'évasion fiscale soigneusement dissimulés. La presse indépendante se délecta de ces révélations, donnant à l'affaire une ampleur nationale et internationale. Ce n'était plus seulement une affaire de paroles échangées dans un restaurant, mais la lumière sur un système toxique, fondé sur l'exploitation et le mépris. Au milieu de cette tempête, une fondation renommée la Fondation Eleanor Roosevelt pour les droits humains proposa à Grace une bourse complète pour poursuivre ses études, en reconnaissance de son courage et de sa détermination. Des intellectuels, artistes, écrivains, leaders sociaux et militants des droits civiques se réunirent pour lui offrir leur soutien, faisant d'elle un symbole de résistance pacifique face aux abus. Mais ce qui marqua un tournant inattendu dans sa vie fut une invitation officielle du Conseil des droits humains des Nations unies à Genève. Face à une assemblée composée de diplomates, d'experts internationaux et de représentants de la société civile, Grace fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur la dignité au travail et la valeur humaine. Sur la scène sobre du Palais des Nations, sous les projecteurs et les caméras du monde entier, elle raconta son histoire, non comme une revendication personnelle, mais comme un appel universel. La dignité ne se négocie pas, elle se reconnaît. Peu importe que vous soyez PDG ou serveur, étudiant ou ouvrier, votre valeur humaine est inaliénable. Elle insista sur l'importance d'un environnement de travail respectueux, de l'égalité des chances, et de la lutte contre les discriminations. Ce discours fut largement relayé et salué comme un moment historique où la voix d'une jeune femme modeste avait inspiré un nouveau regard sur les droits fondamentaux. Un an plus tard, la tempête provoquée par Grace Miller continuait de secouer les fondations de GatesCore Industries. Plusieurs contrats publics majeurs furent annulés, victimes des enquêtes qui s'étaient intensifiées sur les pratiques douteuses de l'entreprise. Des partenaires clés prirent leur distance, redoutant l'impact médiatique et juridique. Franklin Gates, autrefois symbole du succès et de la puissance, fut finalement contraint de céder la présidence du conseil d'administration. Son départ ne fut pas seulement un retrait administratif, mais un aveu public de la perte de contrôle sur son empire. Sa fortune restait colossale, mais son nom était désormais synonyme de scandale, d'arrogance brisée et de défaite morale. Les titres des journaux ne parlaient plus du « visionnaire Gates », mais du « magnate déchu ». De son côté, Grace poursuivit son chemin avec humilité et détermination. Forte de son expérience et de son combat, elle publia en édition son premier essai, Servir la dignité, un livre mêlant récits personnels, réflexions sur la justice sociale, et plaidoyer pour un monde du travail respectueux et humain. L'ouvrage rencontra un succès fulgurant. Les librairies affichaient des rayons complets, les lecteurs étaient émus et inspirés par cette voix nouvelle qui rappelait l'essentiel au cœur d'un monde souvent aveuglé par l'argent et le pouvoir. Lors d'une conférence devant des centaines de jeunes, étudiants, militants, professionnels, un jeune homme leva la main et demanda avec sincérité. « Madame Miller, comment avez-vous trouvé le courage d'affronter un homme aussi puissant ?» Grace prit une profonde inspiration, un léger sourire éclaira son visage, empreint de sagesse. Le courage ne vient pas de la taille d'un diplôme ni du nombre sur un compte en banque. Il naît de la conviction qu'aucun être humain ne mérite d'être humilié, et que la véritable intelligence se mesure à la façon dont on traite les autres, avec respect et dignité. Un silence respectueux suivit ces paroles. Puis des applaudissements nourris résonnèrent dans la salle. Peu de temps après, à l'entrée principale de l'Université Columbia, une plaque fut installée en son honneur. Gravée en lettres d'or, elle portait cette inscription. À Grace Miller, qui nous a rappelé que, même debout avec un plateau, on peut se tenir plus haut que ceux assis sur des trônes. Cette plaque devint un symbole, un rappel que la grandeur ne se mesure pas au pouvoir ou à la richesse, mais à l'intégrité, au respect et à la force tranquille d'une conscience éveillée.